Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Si vous voulez avoir le bon argument, demain matin la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout. D'ailleurs je vais vous présenter ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est productrice et elle porte le même prénom que la Reine des Neiges. Il faut maintenant savoir si elle chante aussi bien, c'est Elsa Morel. Non, je vais pas chanter. Démonstration. L'hiver. Bref. Oh yes, Malaise TV en direct. Malaise podcast. Oui, exactement. Nous retrouvons aussi un clapeur responsable marketing qui a travaillé chez TF1. Il doit être convaincant puisqu'après avoir parlé avec Elsa, il l'a convaincu d'acheter tous les DVD des dernières productions de TF1. C'est Miguel Godefroy. Hello. Est-ce que t'es ravie, Elsa? Il m'a fallu une plus grande bibliothèque du coup. Il t'en faut plus. Bienvenue chez la Malawa, figure donc dans ta bibliothèque. Yes, il en faut de tout. Hein. Il faut de tout. Il est super ce film. Super film. Et finalement, voici un clapeur journaliste qui est la crainte de tous les réalisateurs. En projection presse, c'est lui qu'on scrute en espérant qu'il aimera le film. C'est le terrifiant Gabriel Thibault. Ah bonjour, quel pouvoir tu me prêtes. Ah bah oui, toi, je pense qu'en projection presse, tout le monde a peur de toi. J'ai une aura. Hein. On a hâte de faire des projections presse ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma. Il s'agit de Mon cousin, réalisé par Yann Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens. Le film raconte l'histoire de... C'est Gabriel qui va nous résumer le film. Eh bien, j'aime bien prendre au dépourvu les gens. Oui, très, très habile. T'as le film, 10 secondes, c'est 10 parti. Secondes. Oula. Le film raconte comment est-ce que deux personnages vont se retrouver avec le schéma classique du personnage beaucoup trop impliqué dans son travail, qui en est à un point où vraiment il est complètement aliéné par ce qu'il fait. Donc ça c'est Vincent Lindon qui est un boss dans une grosse entreprise. Et donc Pierre Pastier de mémoire. Et à la rencontre avec son cousin qui est beaucoup plus excentrique, qui est joué par François Damiens. Adrien Pastier de mémoire, je crois. C'est possible, je me souviens plus. Et donc du coup, comment est-ce que ces deux personnages avec des univers si différents vont confronter leurs positions, chacun essayant un peu de tirer l'autre de son côté. Et en fait, on va voir que c'est le personnage de Vincent Lindon qui a besoin de son cousin, donc François Damiens, pour signer un contrat pour être tranquille, mais cette rencontre va donner lieu à des situations parce qu'il va pas vouloir signer le contrat tout de suite. Bon, le début assez classique d'une comédie, somme toute. Mais justement, je vais vous demander à vous tous une note à la fin seulement de ce podcast. Vous allez me donner entre 0 et 5 claps et on va voir à peu près si avec la moyenne de nos notes, si on recommande à nos auditeurs Mon cousin ou non. Et Gabriel, tiens, on revient vers toi pour le premier avis, puisque je crois que tu as un avis marqué. Je suis tout à fait convaincu parce que je me suis rendu compte en salle que j'étais allé voir un film piégé. En fait, quand je suis rentré dans la salle, j'avais vu un peu la promotion, les bandes annonces, etc. Puis je me suis dit, un film de réconciliation avec des cinquantenaires qui boivent du vin, en plus, mais à tel point parodique que justement Pierre Pastier travaille dans le vin lui-même. Et j'ai été extrêmement surpris parce que je voyais enfin un film de réconciliation qui va un peu à deux sens. C'est-à-dire que on n'a pas un film qui à la fin dit oh bah lâche ton travail, c'est trop difficile, retourne voir ta femme et tes gosses, mais non, les deux personnages ont une espèce d'équilibre à s'apporter l'un à l'autre, puisque c'est précisément le mouvement de François Damiens qui le rapproche de son frère, puisque François Damiens il veut travailler, et ça c'est quelque chose que je trouvais assez original. C'est original de créer une rencontre entre deux personnages que tout oppose. Non, et c'est pour ça que le film est piégé. En fait, le film est très habile parce que précisément, et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que moi je dis ce que je viens de dire, bien sûr, ça marque pas forcément mon avis. Je défonce pas le film en disant ça, juste le point de départ. Je trouve pas ça révolutionnaire. Mais je le reconnais tout à fait, et c'est pour ça que le film est très original. Déjà parce que Yann Kounen donne beaucoup de sens par la mise en scène et apporte beaucoup d'originalité au propos et au film global, et ensuite parce que je trouve que c'est pas évident de montrer un film de transfert entre deux personnages différents où finalement le second personnage excentrique va quand même rejoindre le monde du travail, alors que précisément en général la structure est qu'il tire son frère hors de ces sphères-là. Donc j'ai trouvé que c'est un film assez surprenant. Est-ce que ça suffit à faire de ça un film surprenant, Michael? Plus ou moins, oui.
parce que justement je vais rebondir tout de Elsa suite. qui Je vais tout de suite rebondir sur TF. La bouilloire est en train de Je suis s'agiter. en train de par- faire du thé là, ça ne va pas. Je vais justement rebondir sur un autre film de Pathé qui est aussi un film de TF1 qui s'appelle Le Lion, qui est aussi produit par Pathé, Pathé Film pour ceux qui, parce que tu dis Oui, un Pathé film Pathé, Film, pardon, oui, bah, je c'est sais vrai pas si ça part là. Donc c'est la production Pathé, tout à fait. Exactement. Et là, c'était à peu près le même schéma où il y avait du coup Danny Boone et Philippe Catherine. Et c'était un peu le même style de film où il fallait que Philippe Catherine déstabilise Danny Boone et vice versa. Et c'était la grosse production, humour bien lourdingue, etc. Et là, effectivement, j'ai trouvé que l'humour n'était pas si présent que ça. Je n'ai pas beaucoup rigolé, mais finalement, on était plutôt dans l'émotion. Donc, on était très loin de la grosse comédie 700 copies, ce film, donc 700 salles en France qui pouvaient voir le film, donc grosse distribution. Après, et finalement, pour le coup, la distribution du film n'est pas. Tu compares au Lion, je pense que c'est difficilement comparable puisque le Lion est sorti avant le confinement quand il y avait une offre de films, notamment américains, qui était plus importante. Là, il y a une offre de films réduite en salle, donc les films, même Antoinette dans les Cévennes, est hyper distribué, alors qu'en temps normal, avec toutes les grosses productions, Antoinette dans les Cévennes aurait été beaucoup moins distribué. Pour le coup, je pense que Le Lion c'était à peu près 700 copies et là c'est aussi 700 copies. Donc, et je pense qu'ils ont autant d'espoir pour ces deux films-là. Surtout qu'il y avait le meilleur reste à venir qui était aussi avec Patrick Bruel-Lucchini. Donc Pathé, ils ont fait 3 films avec 3 duos. Donc je pense qu'ils en attendaient beaucoup. Que des chefs-d'œuvre. Je n'ai pas vu le Ça meilleur reste tire à à venir. balles réelles du Mais, côté d'Elsa. Mais du coup, c'est un film un peu surprenant, pas d'humour très lourdingue. Il y a quelques moments où tu souris. On voit qu'il y a un gros budget avec beaucoup de production value, justement, on a vu l'avion, tout le passage avec l'avion. Je trouvais ça un peu dommage parce qu'honnêtement, je trouve que ça apporte pas grand chose la scène dans l'avion. Donc, il y a des trucs. Gabriel n'est pas d'accord, je vois. Si Vas-y, dis-moi sur la chaîne 2. Moi je trouve que cette scène de l'avion, elle fait partie du charme de la comédie française qui justement se donne le mal de nous proposer quelque chose que visuellement on trouve assez surprenant. Et moi j'aime bien cette scène de l'avion, déjà parce que je trouve que ça fait franchement basculer le film à la limite du merveilleux ou du fantastique, puisque finalement François Damin a presque des pouvoirs extra-lucides dans ce film, et ça rajoute aux petites perles au milieu de tout le tissu du film qui le rendent assez spécifique. Donc moi je trouve que ça fait partie de son charme. Moi là-dessus je suis pas tout à fait d'accord, mais j'y reviendrai dans un instant parce que je trouve qu'il y a un mélange entre justement la comédie excentrique, ou en tout cas pas excentrique mais qui va très loin, audacieuse, qu'on voit souvent dans les films américains, et le mélange dramatique, pathos du film. Elsa, vas-y. Je suis d'accord avec toi, et le problème c'est que je trouve que le film n'arrive pas à trouver vraiment un point d'équilibre entre ces deux genres. C'est ça, ouais. Moi je vais pas mentir, sur la partie comédie qui dure toute la première heure 10, j'ai pas rigolé du tout parce que déjà on s'attend à tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce personnage de François Damiens qui vient un peu chambouler le quotidien de Vincent Lindon, on a vu ça 1000 fois et on sait exactement, effectivement au début ça va le saouler, après il va y avoir un peu une réconciliation et puis finalement c'est tout est classique même dans le schéma du scénario, et à la fin j'ai trouvé que le potentiel du film s'est révélé vers la fin du film quand on apprend par exemple que Vincent Lindon a perdu le goût. Et j'ai trouvé que ça aurait pu être plus exploité tout au long du film, cette histoire, parce que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, et on se dit lui aussi finalement c'est un tricheur, enfin ça vient un peu... Michael, ouais. Finalement, alors je suis d'accord et pas d'accord à la fois, on a effectivement la solution de la perte du goût, qui vraiment donne le ton de tout le film, parce que toutes les situations qu'on a, toutes les péripéties qu'ont Vincent Lindon et François Damiens font écho à cet accident-là, parce que c'était à chaque fois à cause de François Damiens que Vincent Lindon se retrouvait dans un cas extrême. Là, il a perdu l'odorat, et du coup, ça faisait écho à toutes les le goût, ouais. Le goût, pardon, j'ai dit l'odorat. Et ça faisait du coup écho à toutes les péripéties que Vincent Lindon et Damiens ont eu pendant le film. Donc je trouvais ça intelligent de faire ça. Donc il y avait une sorte de double lecture très lisible, mais je trouvais ça intéressant justement que cette solution soit donnée à la fin, mais qu'il soit aussi donnée dès le début du film. Je termine juste après avec ce générique de début qui était super. Moi j'ai trouvé ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Il y a tout de suite une ambiance. Il y a une ambiance, etc. qui est installée alors qu'on s'attend tout de suite à du lourdingue, et finalement voilà, on a la solution dès le début du film avec Vincent Lindon qui se noie. On sait après que c'est Damiens, mais j'ai trouvé que finalement il y a une double lecture.
comme vous avez dit, il y a un mélange de genres, mais je trouvais que c'était assez intéressant de le faire justement. Et cette double lecture tout au long du film, je trouvais ça intéressant pour ma part. Moi, je voudrais juste dire, pour revenir sur le genre du film, qui est donc entre la comédie et le drame, une comédie dramatique, mais justement, je trouve qu'il y a un peu ce que tu disais, Elsa, le film est un peu en équilibre entre les deux, et à la fois, il veut faire de l'humour qui va loin, donc ce que je disais, l'humour un peu américain, avec cette séquence de l'avion, avec d'autres séquences qui sont vraiment dans un humour qui est assez visuel aussi, qui va loin, et à la fois, on a ce drame que vraiment, moi, je trouve beaucoup trop pathos dans le film, et je trouve qu'il n'y a pas un bon mélange entre les deux, et pour cette dimension pathos, je trouve qu'on sent tout venir, on sent venir la réconciliation finale, le fait que François, en plus, Vincent Lindon et dans son bureau, il est très bon, mais dans son bureau, il y a des mains partout, donc évidemment, le personnage qui veut tout contrôler dans la vie, donc on comprend très vite, c'est un personnage qui est très très lisible très facilement, et donc on se doute qu'il va aller plus vers celui de François Damiens. D'ailleurs, vous en pensez quoi de ce personnage de François Damiens, qui est donc, il est quoi en fait, psychologiquement, on sait qu'il est dans une maison pour fou, il est qualifié de fou, quelle est sa maladie ou pas, ou est-ce qu'il en a une, Gabriel? Alors moi, juste pour repiquer rapidement sur la question du mélange des genres, je trouve que c'est un film qui fait beaucoup recours à la métaphore, et notamment à la métaphore de l'eau. Et d'ailleurs, on voit que quand le film commence, Vincent Lindon se noie, et quand il termine, il reprend la mer, et quelque part, la perte du goût, ça vient également d'une expérience dans la mer. Donc je trouve que c'est un film qui utilise un peu la poésie et les métaphores pour lier les différentes étapes de son récit, et ça, je trouve que ça mérite d'être salué. Pour ce qui est de la maladie de François Damiens, moi j'ai l'impression maladie ou pas, parce que moi j'ai rien compris, j'ai juste compris que tout le monde le prenait pour un fou, mais moi je trouve que le personnage dépeint me paraît clairement excentrique. Après, est-ce que c'est a priori, il est quand même dans une maison, il est interné ou pas? Apparemment, il est en dépression depuis la mort de sa mère, si je comprends bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu à ce qui arrange les scénaristes et réalisateurs, dans le sens où normalement il a un gros attachement au personnage de Vincent Lindon, puis finalement il n'hésite pas à rentrer en conflit avec lui, il est très malléable, et je trouve que c'est un peu pour arranger les scénaristes et en fait, les réalisateurs. Oui, c'est ça, il présente le personnage un peu comme un hypersensible, tout ça, et mais pourquoi est-ce qu'on le présente comme ça? Et par exemple, les dons dont vous parliez de prédiction, qu'il a, la voiture, il va lui arriver quelque chose, l'avion aussi, ça apporte quoi ça? Moi j'ai l'impression que c'est juste, j'ai l'impression qu'on montre les personnes qui peuvent avoir des soucis mentaux, comme justement un peu des fous, des savants fous qui ont parfois raison, parfois non pas raison. Je trouve la représentation pas vraiment pertinente, Michael. Pour moi, je pense que c'est vraiment le gros défaut du film, c'est l'écriture de ce personnage-là. Parce que même si à la fin, il y a des scènes assez touchantes avec Vincent Lindon, notamment à la plage, et je trouvais que, oui, effectivement, c'est sympa, mais comme le disait Elsa, on l'a un peu utilisé comme on le voulait. C'est pas crédible, en fait, c'est pas du tout crédible. Donc on ne comprend pas où le situer, ce personnage, du début jusqu'à la fin. Après, il termine à sortir avec la secrétaire de Vincent Lindon. Enfin, genre, il y a un côté burlesque, bizarre. On sait pas d'où ça sort. On sait pas d'où ça sort. Et en même temps, le dans l'avion. Et en même temps, s'il attend à 5000. C'est le mélange dont on sait pas d'où ça sort, et en même temps, voilà. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai l'impression que chercher précisément le type de maladie dont il est touché, c'est un peu perdre de vue la fonction de sa maladie. Je pense que et c'est peut-être maladroit de la part de Yann Kounen. Je trouve pas que c'est un personnage fourre-tout. Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, c'est plus pour la fonction et pour la position de décalage, parce que c'est un peu... C'est une façon de présenter un personnage farfelu qui va rentrer dans la grisaille, mais de façon hyperbolique. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste un peu excentrique, etc. On le place justement dans une maison un peu de repos. On lui donne des pouvoirs, on lui donne pratiquement des pouvoirs extra-lucides. Et je pense que ça sert un peu à montrer un peu l'immersion de la poésie dans la vie de Vincent Lindon, puisque c'est un personnage qui est fondamentalement différent. Et je pense que c'est pour ça qu'il est utilisé comme ça. Et on peut trouver ça problématique, je peux l'entendre, tout à fait. Mais je pense que on va un peu nulle part si on se demande précisément quelle est la maladie, parce que je crois pas que ce soit le but.
Bah, moi je trouve ce que je reproche là-dedans, c'est je cherche pas à savoir quelle est la maladie, je trouve juste que c'est un personnage vraiment fourre-tout. On met ce qu'on a envie de voir dedans. Quand on a envie qu'il soit excentrique, on met ça. Quand on a envie qu'il soit touchant, on met ça. Mais je ne comprends pas, j'arrive pas à cerner le personnage sans forcément cerner sa maladie. Mais moi je trouve que du coup ça c'est un défaut au film. Elsa. Bah surtout qu'à la fin, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a une fin heureuse? C'est que le personnage rentre un peu dans les codes en réussissant à faire le contrat avec le petit vieux qui a un domaine hyper cher. Enfin voilà, j'ai pas tout compris à cette histoire-là, mais. Bref. Si, le château du Bordelais. Il a rien demandé, le petit vieux. Mais c'est un petit vieux. Et en fait, pour moi, il assume pas sa personnalité à 100% à la fin. Je sais pas, je trouve que effectivement, c'est un peu, on fait un peu plaisir au spectateur en le rendant plus, je vais dire un mot, mais normal entre guillemets, mais c'est pas le bon terme. En le ramenant sur les sur rails de la norme, société, oui, voilà. c'est ça. Bah c'est vrai puisqu'à la fin il travaille, donc finalement on le. Mais justement, ça nous fait, c'est pas du tout censé nous faire plaisir. Je comprends pas du tout en quoi est-ce que ça rassure la société. Donc pour toi c'est pas une fin heureuse. Précisément, bah pour moi c'est une fin, pour moi c'est une fin plutôt heureuse. Mais ce que tout le monde se réconcilie. Elle est pas, moi je perçois pas du tout que c'est censé faire plaisir au spectateur de le voir travailler. Et moi je trouve même que c'est une preuve d'originalité du scénario que de montrer que précisément la communication, elle va des deux sens. C'est-à-dire que s'il était pas retourné travailler, ça veut dire que Vincent Lindon lui aurait rien apporté au final, à part sa copine. Je pense pas que ça soit fait exprès en fait. Michael. Non, mais on l'a pas dit, je crois, mais c'est cette réconciliation qui a réussi à le guérir. Enfin. C'est ce que la fin semble dire, mais finalement moi c'est pas une fin. Bah tu dis non, mais au final effectivement après cette réconciliation sur la plage ou même au moment où finalement à l'hôtel il apprend que Vincent Lindon finalement était en train de l'insulter tout le long, là il devient très lucide jusqu'à la fin du film. Il enlève, enfin il détruit le plan de Vincent Lindon avec ce rachat, il détruit tout et finalement il y a réconciliation sur la plage, il réussit à avoir le contrat pour l'autre château et il est ultra lucide jusqu'à la fin, quoi. Il n'y a plus de débordement, plus rien. Donc c'est une sorte de guérison. Après, je veux savoir ce que tu en penses, mais où est la poésie là-dedans? Ou alors c'est qu'on fait ce qu'on veut du personnage. C'est juste quand ça nous arrange, il est excentrique. Quand ça nous arrange pas, il est sérieux. Enfin, c'est plutôt ce que je vois là-dedans. Mais j'aimerais comparer avec un autre film qui s'appelle Le Goût des merveilles d'Éric Bénard ou Besnard, je sais pas comment on dit, qui était avec Benjamin Laverne, qui jouait. Il y avait un duo Virginie Efira, Benjamin Laverne. Benjamin Laverne jouait un autiste Asperger et on avait ce même duo où elle avait du mal, elle le connaissait pas, mais elle le rencontrait, puis il y avait une relation entre les deux qui était très différente. Et je trouve que c'est la version vraiment très réussie de Mon cousin, Le Goût des merveilles. Je trouvais ça plus fin, plus malin, et ce duo fonctionnait mieux. Je trouvais justement le personnage de Benjamin Laverne mieux amené, plus tout en finesse, et on voit cette hypersensibilité du personnage. Et il y a des moments comiques comme il y en a dans Mon cousin, mais je trouve que c'est fait avec finesse. Et je trouve que c'est parfois ce qui manque au scénario de Mon cousin, mais parce que je dis pas que du bien du film pour l'instant, mais il y a aussi des qualités que je vais mentionner après, Michael. Mais justement, je me dis, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, il y a eu des moments effectivement drôles, mais un peu lourdingues, notamment dans l'avion, etc. Mais pourquoi avoir fait une comédie finalement? On pouvait justement plus explorer davantage le côté drame. Elsa, elle fait le signe de la money. Mais oui, effectivement, la monnaie, mais c'est dommage parce que du coup, je trouve que ça rend le film pas tout à fait bien finalisé pour moi, selon moi. On garde une idée de la comédie parce que ça rapporte de l'argent, mais il faut quand même voir, d'après ce que disent justement Vincent Lindon, qui est coproducteur, et Yann Kounen qui réalise, c'est qu'ils avaient envie de casser un peu ils avaient envie de rentrer dans un genre qu'ils n'avaient pas pu travailler avant. Enfin, c'est plus un essai, et moi je trouve que c'est un essai plutôt réussi de comment est-ce qu'on peut mettre à la comédie des gens qui jouent des rôles très, très lourds. Enfin, la carrière de Vincent Lindon ces 10 dernières années, elle est quand même marquée par des films qui sont plutôt sévères. Donc moi je leur ferai pas le procès d'intention d'être uniquement attiré par l'argent. Mais il y a aussi en termes de réalisation dont on n'a pas beaucoup parlé. Moi je trouve que c'est là la force du film, c'est que Yann Kounen est quand même un très bon réalisateur. À l'image, c'est Guillaume Schiffman qu'on connaît pour d'excellents films. Il fait souvent les films d'Azanavicius, OSS 117, The Artist, et je trouve que ce duo Yann Kounen, Guillaume Schiffman fonctionne très très bien parce que visuellement je trouve que c'est un très beau film. Aussi dans la mise en scène, justement, on connaît Yann Kounen pour ça. C'est le réalisateur de 99 francs, si je dis pas de bêtises. C'est un documentaire sur l'ayahuasca aussi. Et de quoi?
et d'un documentaire sur l'ayahuasca. Oui, ça, c'est je ne vrai, connais pas. c'est vrai, sur Parce la que, cigarette électronique. Non, l'ayahuasca, c'est une potion. Non, mais qu'on prend- attends. c'est une drogue qu'on prend en Amérique latine. Parce que, Mais parce que- Chacun sa drogue, Non, t'étais Elsa. presque. T'étais presque. parce qu'il a justement fait un voyage en Amérique latine pour prendre tout un tas de drogues cheloues, etc. D'accord. Et je Mais- trouve que ça se ressent assez dans les. Bah, moi, je trouve dans les effets. en termes de documentaire, je ne sais pas. Ah, tu veux dire qu'on ressent la drogue dans le film? Ah, bah, Non, on ressent Mais, une. non mais je crois que c'est une sa patte. Moi je trouve excentricité qu'il a visuelle, une patte qui est très agréable, hein, d'une réalisation très vive, très énergique, très je sais pas comment dire, mais la séquence dans l'avion par exemple, bon on sent qu'il y a des effets spéciaux, mais voilà, je trouve qu'il ose y aller frontalement. Il fait des plans souvent en travelling ou en steadicam en tout cas qui suivent les personnages. Il accompagne, il est dans une énergie, c'est ça, c'est une mise en scène de l'énergie qui montre aussi l'énergie du personnage de Vincent Lindon. Et je trouve que c'est une mise en scène qui est vraiment très agréable. Et je trouve que c'est là la qualité du film. C'est la mise en scène, l'image, le montage aussi qui accompagne très bien ça. Ça crée quand même un film très fort et très agréable à regarder, Elsa. Oui. Le montage, je suis un peu moins convaincue. Peut-être parce que. Après, c'est peut-être pas par rapport au fait que je me suis ennuyée, mais d'une manière dynamique, je sais pas. Mais pour en revenir à l'univers de Yann Kounen, moi, il y a une scène que j'ai bien aimée qui est pourtant folle. C'est quand Vincent Lindon fait un rêve et qu'il voit sa femme en DJ. Ok, ça. Ah, bah Oui, non, si, par si, contre, si, non. si. Le blanc, c'était très drôle, mais encore une fois, Mais je trouvais que Ça m'a pas du tout marqué. Ça reflétait bien m'a- l'univers de Yann Ah, Kounen. Le C'est un des gros changement fous rires dans d'ambiance la salle. sonore, il était assez fort. Enfin, moi, Oui, il m'a oui, c'est frappé vrai. cette Non, scène. mais... moi, ça m'avait pas choqué. Eh ben yes, à vous maintenant. On est ravis. mais justement, Michael. je voulais avoir votre avis vis-à-vis des rêves. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y en a eu beaucoup au début du film, beaucoup de Vincent Lindon, des cauchemars. Qu'est-ce qui voulait amener avec ces rêves-là? Parce qu'on les retrouve plus du tout à la fin. Bah, je trouve que ça ajoute le côté loufoque. En tout cas, il y a un rêve qui fait où il y a il a peur. François Damiens, c'est un rêve de François Damiens qui a peur d'être amené dans Ça c'est drôle. Ça, c'est drôle. qui est loufoque. Les autres, ça montre l'état d'esprit nébuleux du personnage de Vincent Lindon. Mais je trouve que justement, ça montre que c'est des séquences qui sont très bien mises en scène. Et après, est-ce qu'elles sont fascinantes, je sais pas, mais en tout cas, Je trouve que c'est plus l'univers de Yann Kounen. Dans oui, ses c'est rêves, ça. en fait. Et du coup, c'est très agréable. Ouais. Un dernier mot, Gabriel. Sur ce sujet, moi j'ai cherché un peu sur le dossier de presse et il exprime vraiment qu'il voulait traduire en images et s'affranchir un peu des codes des cinémas et de la comédie pour se réapproprier un peu les moments de rêverie justement. Et je trouve que ça fonctionne bien et c'est tellement surprenant de voir ces séquences dans ce genre de film que ça donne un intérêt. Je trouve que ça met beaucoup l'accent sur l'intimité des personnages d'une façon que j'avais pas l'habitude de voir. Donc je suis très amateur de ces scènes. Bah, je trouve que ouais, en tout cas on voit qu'on a un très bon réalisateur qui est derrière la caméra et ça fait plaisir. Je vais vous demander vos notes maintenant pour Mon Cousin. On va commencer avec Elsa. Moi, je vais être dur. Hein. Je Vas-y. vais mettre 1,5. 1,5 sur 5. Elsa démolit Mon Cousin. Michael. Moi je vais mettre 3 quand même. 3 sur J'ai 5. pas détesté, faut arrêter. Mais ah d'accord, ça. Je Non, crois c'est que vrai t'allais qu'à faire chaque une fois- phrase. Non, 3 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, comme tu as dit, la mise en scène, je trouvais que c'était un film assez surprenant et il y en a pas, enfin il y en a eu beaucoup cette année, mais dans les grosses productions, finalement ça fait partie des grosses productions, je crois qu'il Oui. fait 15 millions ou plus, donc c'est grosses On productions. sent qu'il y a du budget. hein. Exactement, et je trouvais que c'était, en tout cas il y a eu des essais, on va dire, c'est un essai, comme tu le disais, et moi j'ai plutôt apprécié. Mais Gabriel. Bah, moi j'ai été complètement convaincu justement par l'aspect du film, par sa façon de se réapproprier un récit qui est, je le reconnais, plein de clichés, et pour donner quelque chose qui est très surprenant. Donc moi je vais lui mettre un 4 et je suis très 4. content. Oh là, dis donc, Gabriel il a démoli Antoinette dans les Cévennes. Par contre, Mon Cousin il adore. Ah bah, Si, si, mais vous pouvez écouter la critique qui est, déjà, Beau qui est placement de produit. toujours disponible. Moi, je vais mettre 3 sur 5 à Mon Cousin parce que je trouve qu'en termes de scénario, on n'est pas trop dedans. Je trouve même, j'avoue que j'aime pas trop ce scénario-là, mais je trouve que la mise en scène, comme je disais, la mise en scène, l'image, le montage, l'aspect technique du film est artistique en termes de mise en scène et même les acteurs. Vincent Lindon est très bien, Pascal Arbillot aussi qu'on n'a pas cité qui est très bien. Donc c'est quand même un film qui est très réussi sur de multiples points, donc 3 sur 5, je trouve que ça crée une sorte de... Voilà, c'est un film qui est pas mal, donc... Mais en tout cas, ça fait en moyenne pour Clapement 5, 2,875 sur 5. La note d'Elsa a pesé dans la balance. Elle a tiré dans les jambes. Aïe, aïe, aïe. Mais ça fait environ 3, donc c'est quand même un film qu'on peut vous recommander, Oui. toujours aussi pour soutenir les salles de cinéma, et puis... Et le film français aussi.
Et le cinéma français qui effectivement en a besoin, mais qui se porte pas trop mal. Il a bien grâce débuté d'ailleurs. à l'absence. Oui, il a fait plus de 200 000 entrées en première semaine. Bah voilà, mais vous chez vous. Il est devant Tenet du coup. Il va devant Tenet dans les semaines. Ouais, exactement. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire combien de claps vous mettez à mon cousin, combien de claps sur 5. Vous pouvez nous dire ça sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 ou sur notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner, activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes, dont des épisodes filmés. Merci à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. Et mercredi, ça fera exactement 1 an que Clapement 5 aura commencé. Ce sera l'anniversaire de Clapement 5 et pour l'occasion on vous propose des épisodes spéciaux en compagnie de celle qui était notre première invitée, notre marraine Lou Howard, mais aussi un nouvel invité que vous connaissez tous pourtant. Il s'agit du vidéaste, du critique, du je sais plus quel terme, podcasteur, du podcasteur et même du réalisateur aussi. Et du réalisateur, effectivement, totalement. Créateur de série, Victor Bonnefoy, alias In The Panda. Il sera là avec nous, donc pour fêter cet anniversaire, pour ces 2 semaines-là, ça va être festif. Ça va être le feu. Ça va être incroyable, je peux vous l'annoncer déjà, ça va être complètement fou. Donc rendez-vous mercredi pour un premier épisode anniversaire en compagnie de toute cette clique-là. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.